Bonsoir. À quoi peuvent bien servir les appels à la fraternité quand 24 heures à peine après la cérémonie Place de la République, 48 heures à peine après l'hommage rendu aux victimes de l'hypercacher, un jeune homme à Marseille aujourd'hui agresse et blesse à la machette un enseignant juif, Joseph Emmanuel. Marseille, 9e arrondissement, c'est ici que vit une importante communauté juive et c'est l'endroit choisi par un jeune Turc de 15 ans pour mener son attaque à la machette. Nous sommes en fin de matinée. Benjamin, un enseignant de 35 ans, porte la kippa et se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Le jeune homme turc se rue sur lui, crie Allahu Akbar et lui porte plusieurs coups de machette. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. Le livre de prière qu'il tient entre les mains lui a servi de bouclier. Très vite, l'agresseur s'échappe. 10 minutes plus tard, une patrouille de la brigade anticriminalité l'arrête. Il tient en premier lieu des propos incohérents, puis revendique ses vraies motivations. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Hors radar, précise le procureur, et ça n'est pas une première. Il y a moins d'un mois, un rabbin à Marseille avait déjà connu une agression antisémite, de quoi inquiéter un peu plus la communauté juive. Ses représentants se sont immédiatement rendus sur place pour condamner cette agression. C'est pas un jeune homme dérangé, c'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, dénonce une agression antisémite. Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme est ouverte. Et l'on retrouve en direct de Marseille par téléphone Caroline Posmentier-Sportige. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Marseille, chargée de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance. Comment se porte ce soir la victime ? Bien, écoutez, la victime, fort heureusement, à qui, bien entendu, toutes nos pensées vont de cette agression violente au moment où il se rendait dans un établissement où il dispense des cours. La victime va bien. Elle va bien, certainement très choquée. Et l'ensemble de la communauté éducative que j'ai rencontrée tout à l'heure, reste très vigilante et très inquiète, et parlant surtout aux élèves qui sont là et qui vont, encore une fois, être exposés à un choc qui n'est plus admissible, notamment, comme vous le disiez si bien, après des heures et des heures de commémoration et de discours de fraternité. Et le caractère antisémite de l'agression est ce soir avéré ? Il est avéré. J'ai échangé avec le préfet de police dès les premiers instants. Systématiquement, on appelait au geste d'un déséquilibré n'a plus de sens. Je crois que, bien entendu, le choc est entièrement d'une ampleur considérable lorsqu'il s'agit d'un gamin de 15 ans qui se rendait à vélo sur son lycée, un lycée professionnel où nous dit-on il est un très bon élève, qui était prêt à assassiner un individu parce qu'il portait une kippa sur son chemin. Il voulait aller plus loin puisque une autre arme dont il était en possession était destinée à un policier, a-t-il déclaré. Je crois que... Oui. Et ce que l'on observe, c'est que en moins de 3 mois à peine, nous avons assisté à 3 agressions antisémites dans la seule ville de Marseille, et ça devient assez inquiétant. Alors, ce sont d'autant plus des actes, celui-ci, il faut quand même, plus personne ne peut le banaliser et l'excuser, il peut être criminalisé. J'ai entendu tout à l'heure le procureur parler de tentative d'assassinat. Même malgré la minorité pénale de l'auteur des faits, il est aujourd'hui possible qu'il soit en détention provisoire pour un certain nombre de mois. Donc tous ces faits nous rendent encore plus vigilants et nous obligent à être le plus en amont possible. Vous voyez, ce sont a priori des actes, dit-on, isolés. Il y a quelques mois, un rabbin qui est victime d'une agression violente d'un individu multirécidiviste connu des services de police.
Aujourd'hui, c'est un mineur de 15 ans qui se rend sur le chemin de l'école. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche qui est celle de tous les agents et de tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la prévention. Moi, j'en appelle à une véritable coordination et à des instances de pilotage régulières, voire même quotidiennes aujourd'hui. Je crois que l'information doit circuler dans les meilleures conditions. Je préside au nom du maire un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce n'est pas un machin, ça doit être véritablement une instance où l'information doit être échangée afin que des dispositifs percutants soient mis en place, notamment auprès des plus jeunes, puisque, me semble-t-il, ils en sont à la fois les proies de cet islamisme rampant sur les réseaux sociaux, mais également les acteurs et les auteurs spontanés, tels que nous l'avons pu le voir malheureusement aujourd'hui à Marseille. Voilà, merci pour ces premières précisions, Caroline Posmentier-Sportiche. C'était en direct de Marseille. Cette nouvelle agression illustre les difficultés rencontrées dans la lutte contre la radicalisation des jeunes. S'ils ne sont pas identifiés et détectés à temps, le risque d'attentat grandit et pourtant, le gouvernement s'est donné les moyens d'une action à grande échelle. David Klezewski. Assaut à Saint-Denis, raids et perquisitions par centaines, contrôlent tous azimuts. Depuis les attentats de novembre, les services de sécurité sont mobilisés à des niveaux rarement égalés. Les autorités ont-elles trop attendu pour mener une action à la hauteur de la menace ? En réalité, dès les tueries de Charlie et Hypercacher en début d'année, des moyens humains et financiers supplémentaires sont annoncés au service d'une guerre souterraine. Tous les jours, les services de renseignement procèdent au démantèlement de filières de recrutement ou de filières terroristes. Et cela se fait sans bruit, sans communication. La véritable riposte aux attentats de janvier prend en fait la forme d'un texte. Une loi d'espionnage sans précédent est adoptée et fait évoluer des dispositions qui n'avaient pas bougé depuis un quart de siècle avant l'ère Internet. Ce projet de loi a été imaginé, construit avant les attentats. Les attentats n'ont fait que confirmer le besoin pour les services d'avoir des outils d'investigation dont ils sont aujourd'hui dépourvus. Parmi ces outils, les fameuses boîtes noires, dispositif controversé qui permet aux enquêteurs de procéder à des contrôles de masse en passant par les fournisseurs d'accès à Internet. Il faut pourtant attendre 5 mois pour que les premiers décrets d'application soient publiés. Mais entre-temps, les terroristes de novembre sont passés à l'acte. Nouveau traumatisme, nouveau palier franchi. L'état d'urgence est proclamé. Dans ce cadre d'exception, 2700 perquisitions administratives ont été réalisées en quelques semaines. 488 procédures judiciaires ont été ouvertes, plusieurs centaines d'armes saisies. Autre volet important, l'assignation à résidence de plusieurs centaines d'individus à risque. Alors la France est-elle plus sûre ? Face à un risque zéro impossible à promettre, le Premier ministre avertit. Parce que nous sommes en guerre, nous devons nous attendre à d'autres répliques. Mais nous répliquerons coup pour détruire Daesh, pour détruire cette armée terroriste. Seule certitude pour la sécurité des Français. Janvier 2016 ne ressemble pas à janvier 2015. Et pour en parler et mieux comprendre, nous avons invité 2 experts. À Paris, Louis Caprioli, bonsoir. Ancien responsable de la lutte contre le terrorisme à la DST, aujourd'hui conseiller du groupe GEOS. Et à Jaffa, Tel Aviv, bonsoir. Raphaël Jérusalemi, les téléspectateurs d'I24 News vous connaissent très bien. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors l'un et l'autre, il y a 2 problèmes distincts. Le problème de la radicalisation et le problème du passage à l'acte. Tout d'abord, comment détecter cette radicalisation, Louis ? Écoutez, le phénomène, malheureusement, est ancien. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 1980 en France avec le mouvement Tablir qui a commencé à réislamiser. Et ce mouvement Tablir a eu comme successeurs les frères musulmans, ensuite les salafistes. Et donc on a, depuis plus de 30 ans, j'allais dire une réislamisation de la communauté musulmane en France avec les dérives que l'on connaît et en particulier à travers le djihadisme et à travers le salafisme. Et donc c'est cette, j'allais dire, ancienneté qui fait que les services ont pris conscience qu'il y avait une menace dure à l'islam radical puisque la France
a été frappé par l'islamisme radical à partir des années 90, bien sûr, c'était le drame algérien. Mais le drame algérien cachait, j'allais dire, tous les héritiers que nous avons maintenant. Et donc, on a cru qu'après avoir résolu le terrorisme des années 95 qui venait d'Algérie, on avait éradiqué cette menace. Or, ce n'était que le début de cette menace qui nous frappait. Et donc, je crois que les autorités françaises, dans leur laïcité, sont mal armées pour répondre à cette menace. Et donc, on est en train de prendre des mesures qui ne sont pas à la hauteur, et d'autant moins à la hauteur que c'est un phénomène de radicalité qui couvre l'ensemble de la planète, et en particulier, beaucoup de membres de la communauté musulmane sont impactés par ce salafisme. Alors, vu de Jaffa, vu de Tel Aviv, vu d'Israël, Raphaël Jérusalemi, comment percevez-vous cette situation? Ce qui s'est passé par exemple aujourd'hui, ce jeune de 15 ans qui va agresser un enseignant juif, c'est d'abord un terrible échec des enseignants et des parents, déjà. Oui, alors il y a de toute façon, en dehors des mesures de sécurité, des lois, des budgets qui peuvent être votés pour combattre le terrorisme, il y a d'emblée un problème d'éducation à la base, c'est-à-dire on parle de jeunes en majorité, les nouveaux terroristes sont très jeunes, très influençables, souvent instables, et il y a le problème de l'éducation, le problème des réseaux sociaux, le problème des messages subliminaux ou réels qui circulent de par le monde et qui permettent d'allumer les esprits. Ceci étant, tout cela rejoint ce que vient de dire M. Caprioli, ce qui est malheureusement peut-être réconfortant pour nous, Israéliens, c'est qu'il n'y a plus, comme on a parlé des Algériens, il n'y a plus maintenant une relation de causalité, de revendication dans les actes terroristes. Il n'y a pas un agenda, il n'y a pas de revendication. Les actes terroristes d'aujourd'hui, qu'ils soient antisémites ou qu'ils soient anti-français, sont là pour ébranler une société, des valeurs, une certaine liberté, n'ont plus rien à voir avec la colonisation ou l'occupation, etc. Oui. Et il y a le deuxième problème, qui est le problème du passage à l'acte. Vous avez bien dit les difficultés que les gouvernements européens ont éprouvées ou éprouvent pour éviter ce passage à l'acte, mais je note une situation paradoxale. Autant les armées européennes ou américaines sont efficaces sur le terrain, en Syrie ou en Irak, autant les gouvernements démocratiques européens, par exemple, ont du mal à combattre ce poison qui s'est infiltré dans les sociétés démocratiques. Louis. Oui, alors écoutez, en ce qui concerne cette lutte antiterroriste qui met en cause, bien sûr, à la fois les services de sécurité et les services de renseignement, les services de sécurité intérieure, c'est vrai, comme vous l'aviez annoncé, il y a eu depuis les années 1986 jusqu'à maintenant une série de lois qui sont venues renforcer l'arsenal juridique, les procédures pénales. Et puis, on a mis en place aussi, à partir des années 2007 et puis 2014, une nouvelle structure de lutte antiterroriste en France, à la DST dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, a succédé à une direction centrale du renseignement intérieur qui regroupait les éléments opérationnels des renseignements généraux et l'ensemble des personnels de la DST. Ensuite, on a créé la DGSI. Sauf qu'en France, alors je vais parler de l'aspect français et ensuite je voudrais évoquer l'aspect européen parce que je crois que tout est complémentaire. En ce qui concerne l'aspect français, je suis convaincu que nous sommes face à un manque d'organisation. C'est-à-dire que nous avons en France trop de services qui ont en charge la lutte antiterroriste. Il faut savoir que, à l'heure actuelle, nous avons une direction générale de la sécurité intérieure qui relève du ministère de l'Intérieur, qui a en charge cette lutte, à la fois sur le recueil du renseignement et sur la répression judiciaire, puisque la DGSI a des pouvoirs de police judiciaire. Mais elle n'est pas la seule à faire de la recherche du renseignement. Vous avez une autre structure qui s'appelle la direction du renseignement de la préfecture de police. C'est-à-dire qu'en France, nous vivons à Paris encore sous l'ère de Napoléon Ier, puisqu'il a créé la préfecture de police et qu'il y a une direction qui relève du préfet de police. Ce préfet de police est un personnage important puisqu'il est plus puissant que le directeur général de la police nationale. Donc nous avons déjà deux structures. Et alors, puis a été créé le service central de renseignement territorial qui est un héritier. Très brièvement, oui. Généraux, et là nous avons encore une troisième structure
et à la lutte contre la répression, nous avons encore 3 structures de police judiciaire. Donc on a trop d'éléments, nous avons un millefeuille qui ne correspond pas à, j'allais dire, à vraiment une capacité pour répondre rapidement à la menace terroriste. Alors pour le coup, Louis Caprioli, vous allez être intéressé par le reportage suivant qui porte justement, Paris Jaffa, sur Israël, où les services de renseignement ont, semble-t-il, compris que les actions de prévention étaient vitales dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, l'armée n'hésite pas à mener des opérations parfois risquées pour arrêter un suspect, évidemment identifié, avant un éventuel passage à l'acte. Julien Baloul et Amit Edelman ont pu suivre l'une de ces opérations, souvent nocturnes. C'est un reportage exclusif pour Paris Jaffa. Il est près de minuit, nous sommes au sud de Naplouse, en Cisjordanie. À l'heure actuelle, les services de renseignement israéliens écoutent les conversations d'un suspect qui est recherché pour son implication dans plusieurs attentats. Si les services de renseignement confirment sa présence dans sa maison, eh bien, les soldats qui sont réunis actuellement derrière moi partiront en mission pour tenter de l'arrêter. Nous allons les suivre. La présence d'une caméra dans ce genre d'opération est extrêmement rare. Afin de surprendre l'homme recherché pendant son sommeil, décision est prise d'entrer directement par la fenêtre de la chambre à l'étage de sa maison. Les soldats s'entraînent donc à escalader tout en sécurisant les alentours. Les gestes sont précis. Dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Le moindre faux pas peut rendre la situation hors de contrôle. Je me sens prêt, je connais les soldats qui m'entourent. Sans avoir à parler, chacun sait ce qu'il a à faire, on se comprend tout de suite, il n'y a pas de place pour la peur. Un dernier briefing pour transmettre les informations des services de renseignement et les soldats montent dans les jeeps qui les attendent. Ils en descendent quelques minutes après et se préparent à entrer en action. Les armes sont vérifiées une par une. Le sérieux prend le dessus. Et une longue marche commence. Pour des raisons de sécurité, certaines de ces images ont été filmées dans l'obscurité, en caméra infrarouge. Le chemin est boueux, il fait froid, la marche est difficile et se fait en terrain ennemi. On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de la maison du suspect recherché. Régulièrement, les soldats doivent s'arrêter pour être sûrs de ne pas avoir été repérés. Seuls les aboiements de chiens au loin se font entendre. Les soldats se préparent en fonction des rôles des uns et des autres. Une première équipe part en éclaireur sécuriser les lieux, pendant qu'une autre commence à assembler l'échelle qui servira à escalader. Les soldats doivent ensuite entrer sans se faire repérer par le voisinage. Chaque angle de rue doit être sécurisé. Le danger peut venir de n'importe où. La tension est à son maximum. Les soldats ont escaladé la façade de la maison. En silence, ils ouvrent la fenêtre et entrent. Un homme est tout de suite appréhendé, mais il n'est pas l'homme recherché. L'armée le soupçonne toutefois de savoir où se cache le terroriste du Hamas. La discrétion n'est plus de mise. À présent, ce sont les agents des services de renseignement du Shabak qui sont arrêtés pour procéder à l'interrogatoire afin de comprendre où se cache ce suspect du Hamas qui prépare un attentat. Après quelques dizaines de minutes, le Shabak arrive à collecter les informations nécessaires et les soldats mettent enfin la main sur le suspect. Positif. Revenez au point de départ, le suspect est entre nos mains. L'homme n'oppose pas de résistance. Il se savait recherché et s'était caché à quelques pas de la maison. Il est immédiatement transféré pour interrogatoire. Ses aveux pourront peut-être permettre d'éviter un nouvel attentat en Israël. Les soldats peuvent à présent rentrer dans leur base. La fatigue se lit sur leur visage. Vraiment beaucoup de fatigue, parce que c'est généralement pas la première de la semaine et c'est aussi pas la dernière. Donc surtout énormément de fatigue, une sensation un peu d'être vidé. Les pierres jetées par des Palestiniens sur le convoi ne fait plus sursauter personne. À 4 h du matin, l'arrestation réussit sans aucun coup de feu tiré. La mission est remplie. Est-ce que la méthode est efficace en Israël ? Oui, la méthode est efficace dans le cas où, comme dans ce reportage, on a un véritable terroriste et non pas un jeune garçon de 15 ans qui n'a jamais appartenu à aucun organisme musulman ou avec une mosquée. Donc là, on a un profiling, un profil clair, une information des services de renseignement à la base qui permet de mener l'opération en bonne et due forme.
C'est donc, je ne dirais pas facile, mais sur le plan professionnel, très faisable, alors que le véritable problème qui se pose à nous aujourd'hui, tant à Jaffa qu'à Paris, ce ne sont pas tellement... c'est presque paradoxal, les terroristes professionnels, les gens d'Al-Qaïda, du Hamas, ce sont justement, comme on l'a vu aujourd'hui à Marseille, ces jeunes gens qui surgissent d'absolument n'importe où, de nulle part, et là, vous n'avez aucun élément au départ pour les appréhender. Donc vous comprenez les difficultés qu'éprouvent les gouvernements européens. Oui, nous sommes passés par là. Nous avons malheureusement, par rapport au gouvernement européen, une longueur d'avance. Je crois que ce que M. Caprioli a dit juste avant est extrêmement important. La coopération entre les différents services de sécurité. Israël, ça leur a pris entre 20 et 30 ans pour que le Shin Bet, le Mossad, l'armée collaborent de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouverte. Et aujourd'hui, on va mener un pas plus loin, c'est sur le plan international. Tous les pays doivent collaborer, tous les services doivent collaborer, on n'y arrivera jamais tout seul. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, n'hésitez pas à collaborer à l'antenne, si j'ose dire, et en tout cas à vous parler. J'imagine qu'il y a même, Louis Caprioli, la même évaluation des risques, mais dans les gouvernements démocratiques que sont les gouvernements européens ou les États européens, il y a comme une difficulté de passer à l'acte et d'arrêter, par exemple, comme on l'a vu dans ce reportage, au moins les suspects. Écoutez, c'est vrai que la situation en Israël est quand même assez différente de ce qui se passe en Europe, puisque en France, l'armée n'intervient pas pour neutraliser les terroristes. Simplement, comme je l'ai dit, nous avons un problème en Europe, c'est que nous sommes, chacun est responsable de la sécurité dans son propre pays, et il serait nécessaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il serait nécessaire que se crée une task force de renseignement au niveau européen pour pouvoir échanger en permanence. Et j'allais dire, les attentats du 13 novembre nous ont montré que si nous avions mis en place cette task force que l'on avait mis en place dans les années 2001 avec les Américains et beaucoup d'autres pays après les attentats du 11 septembre, il y aurait une connaissance de ce que font les services de sécurité chez tous nos voisins. Et je crois que c'est ce qui manque actuellement, c'est cette manque de fluidité d'échange d'informations sur les menaces qui pèsent sur chaque pays et l'état des enquêtes qui sont en cours. Et est-ce qu'il n'y a pas une différence psychologique entre le Proche-Orient et Israël où nous nous trouvons et l'Europe, la France, où vous vous trouvez? Israël est en guerre depuis la création de l'État d'Israël. Le mot guerre en France a été prononcé par les plus hautes autorités, François Hollande, Manuel Valls. On sait bien et on voit bien qu'il y a une prise de conscience des autorités, mais est-ce qu'au fond l'opinion publique accepte cet état de guerre déclaré au monde libre? En un mot, Louis Caprioli et Raphaël Jérusalemi. Je crois que les Français, si vous voulez, après les attentats de janvier contre l'hypercachère, contre Charlie, et puis les attentats du 13 novembre, ont pris conscience que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre parce que c'est vrai que nous avons 10 000 hommes actuellement qui assurent la sécurité, 10 000 soldats qui assurent la sécurité, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir des militaires qui, normalement, devraient combattre sur des théâtres extérieurs. Raphaël ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'un rempart psychologique a été franchi récemment en Europe et surtout en France. Je dois reconnaître qu'il y a une vision quand même assez courageuse du gouvernement actuel en France, d'avoir fait face au problème. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les pays. Je crois que la Belgique a mis un peu plus de temps à réagir, que d'autres pays en Europe sont en retard. Mais en France, je crois qu'ils ont une longueur d'avance sur leurs partenaires européens. Et même, je crois, le citoyen français dans la rue, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Bataclan, il a franchi une sorte de mur du son de la façon dans laquelle il envisage la menace qui pèse sur lui tous les jours et qui va peser de plus en plus sur lui. Et je crois qu'il va être prêt à accepter et même à bénir certaines initiatives de la part de son gouvernement et des services de sécurité qui doivent le protéger jour après jour.
Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange sur l'actualité assez tragique d'aujourd'hui et des jours qui viennent. Manuel Valls a été assez clair sur ce thème. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à intervenir sur Twitter. Vous pouvez le faire via #ParisJaffa. Il est précisément 20h25 à Jaffa, Tel Aviv, 19h25 à Paris. Nous vous proposons une pause et nous vous retrouverons dans 4 minutes précisément pour la deuxième partie de Paris-Jaffa. Nous vous parlerons des difficultés de l'Alia en Israël, des dissensions à gauche en France et du décès de David Bowie. À tout de suite.